Alors, comment fait-on pour nourrir tout le monde, une population qui ne cesse de grandir sans pour autant sacrifier la faune sauvage? C'est vraiment l'un des plus grands casse-têtes de notre temps. Eh bien, une nouvelle étude vient de proposer une solution et franchement, à première vue, elle est complètement à contre-courant. D'où cette question qui peut paraître un peu folle. L'agriculture peut-elle vraiment aider la faune? Le truc, c'est que, et si cette agriculture, qu'on voit souvent comme la source du problème, était en fait une partie de la solution? C'est ce qu'on va explorer ensemble pour voir comment c'est possible. Pendant très très longtemps, l'histoire qu'on nous a racontée, c'était celle d'un choix impossible. D'un côté, l'agriculture, de l'autre, la nature. L'idée, c'était que pour avoir plus de l'un, il fallait forcément avoir moins de l'autre. Un vrai jeu à somme nulle. Le postulat de base, il était simple. Ces deux objectifs étaient vus comme complètement incompatibles. Si on voulait booster la productivité agricole, eh bien ça voulait dire forcément moins de place et moins de ressources pour la biodiversité. Bref, c'était le compromis qu'on pensait devoir faire, un point c'est tout. Et pour bien comprendre l'échelle de notre impact, regardez bien ce graphique. C'est juste frappant. Toute la biomasse des mammifères sauvages sur Terre, c'est à peine 20 millions de tonnes, une toute petite part du gâteau. À côté, notre bétail, c'est 630 millions de tonnes. Ça montre de manière spectaculaire à quel point nos systèmes agricoles ont pris le dessus. Alors, il y a un chiffre important à garder en tête pour la suite. Le voici, 1400 kg par kilomètre carré. Ça, c'est notre point de référence. C'est la densité de mammifères sauvages qu'un écosystème naturel en pleine santé peut accueillir. Retenez bien ce chiffre, 1400 kg. Et c'est là, face à ce dilemme, qu'intervient notre héros du jour. Un héros assez improbable, on peut le dire. Il s'agit du cactus sans épines, l'Opuntia. Et cette plante pourrait bien tout changer. Pour bien comprendre pourquoi ce cactus est si spécial, il faut parler d'un concept clé, l'efficacité d'utilisation de l'eau. En gros, c'est la quantité de matière, de plantes, qu'on obtient pour chaque goutte d'eau utilisée. Dans les zones arides, c'est le nerf de la guerre, c'est un vrai super pouvoir végétal. Et là, ce graphique le montre parfaitement. Regardez la différence. Pour produire 1 kg de matière sèche, le cactus peut se contenter de 79 litres d'eau. Comparez ça avec la betterave ou le maïs, c'est 4, 5, voire 6 fois moins. C'est juste énorme comme différence. Et du coup, grâce à cette efficacité de dingue, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Eh bien, sur des terres qu'on appelle marginales, peu productives, le cactus peut faire exploser la productivité. On parle d'une augmentation de 300 à 1000%. En gros, il transforme des zones quasi désertiques en de véritables usines à biomasse. Mais attention, l'idée n'est pas juste de planter des cactus partout et d'attendre que la magie opère. Non, la vraie clé, la véritable innovation, elle est dans le système dans son ensemble. Le cactus, en fait, n'est qu'une pièce du puzzle. Alors, ce système, il est super malin. En fait, il combine 3 techniques qui travaillent ensemble. D'abord, on crée des micro-bassins pour attraper la moindre goutte de pluie. Ensuite, on utilise des cultures de couverture et des haies pour protéger et nourrir le sol. Et enfin, on ajoute une fertilisation super ciblée pour donner un coup de pouce là où il faut. Et le but final, comme le dit très bien cette citation tirée de l'étude, ce n'est pas de faire une simple monoculture, loin de là. L'idée, c'est de créer un véritable écosystème productif, avec plusieurs étages, un peu comme une forêt. On essaye de recréer la complexité de la nature, mais dans un cadre agricole. Et c'est là qu'il y a une nuance très importante. Le modèle qui est proposé ici n'est pas le même que celui utilisé au Brésil, par exemple. Là-bas, ce sont les plantations hyper denses. Ici, non. On préconise un espacement beaucoup plus large entre les cactus. Et pourquoi? Eh bien, cet espace, il n'est pas perdu. Il est laissé volontairement pour que d'autres plantes puissent pousser. On intègre la biodiversité directement dans le champ. Et pour vraiment se rendre compte de l'impact de tout ça, l'étude donne une image qui parle à tout le monde. Grâce à ces techniques, chaque kilomètre carré du système peut capter et stocker l'équivalent d'une piscine olympique d'eau de pluie. Imaginez ça dans un paysage aride. C'est une transformation totale de l'environnement. Bon, on a donc un système qui a l'air super ingénieux. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en chiffres? Accrochez-vous, parce que c'est là que les résultats deviennent vraiment bluffants. Et ils risquent de bousculer pas mal d'idées reçues. Ok, premier chiffre clé, la productivité brute. Ce système est capable de produire jusqu'à 2830 tonnes de matière sèche par kilomètre carré, et ce, chaque année. C'est une quantité de biomasse absolument colossale. D'accord, ça produit énormément. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour la faune? Toute cette production, est-ce qu'elle peut en profiter? Eh bien, les calculs montrent que oui. Le système pourrait supporter une biomasse d'animaux sauvages allant jusqu'à 566 kg par kilomètre carré. Et c'est là que tout bascule.
Vous vous souvenez de notre chiffre de référence, les 1400 kg par kilomètre carré pour un écosystème naturel vierge? Eh bien, ce système agricole, lui, pourrait en supporter 5566. C'est presque 4 fois plus. On se retrouve avec un paysage agricole qui pourrait être plus riche en faune qu'un paysage considéré comme sauvage. C'est une inversion totale de ce qu'on a toujours pensé. Évidemment, un résultat comme celui-là, ça a des implications qui vont bien au-delà de ce simple cas d'étude. Ça nous force à remettre en question notre vision de l'agriculture, de la conservation et de la manière dont on gère les terres, tout simplement. Donc, pour résumer ce qu'il faut retenir, cette approche, elle ne se contente pas de limiter les dégâts. Au contraire, elle améliore activement le fonctionnement de l'écosystème. Elle prend des terres qu'on considérait comme inutiles et les transforme en zones hyper productives et riches en vie. Et en plus, c'est une solution qui tient la route face au changement climatique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une idée un peu vertigineuse à méditer. Et si, en fait, ces terres dites marginales, celles qu'on a toujours un peu méprisées, détenaient en réalité le plus grand potentiel? Peut-être que c'est là que se trouve la clé d'un avenir où l'agriculture et la nature ne font pas que coexister, mais où elles se renforcent l'une l'autre.